Eh bien, on a la chance d'avoir, pour terminer, on garde le meilleur pour la fin, dit-on. Non? Bien sûr, si, c'est ça. Donc l'avantage qui est intéressant pour terminer, c'est d'essayer de voir une cartographie de ce qui bouge. Et la FINEF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en termes de technologie de l'éducation et de la formation, c'est une référence. Donc n'hésitez pas à voir ce que vous pouvez faire avec eux, les solliciter sur le site. Et en tout cas, vous allez voir s'ils vous plaisent. Donc ça, c'est tout l'enjeu, d'avoir ce baromètre qui vous donne les tendances à suivre pour l'ensemble de l'année à venir. Je vous laisse la main. Ouais, on n'a pas de son. C'est bon, on a du son. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être courageux et d'être restés quasiment jusqu'à la fin de toutes ces conférences. Donc, je me présente Sylvanie Duval. Je représente la FINEF, comme tu l'as très bien dit, avec Pascal Bringer, ici présent, qui est vice-président éducation de l'association. Et moi, j'en suis sa déléguée générale. Donc, la FINEF, c'est l'association qui rassemble les entreprises du numérique pour l'éducation et la formation. Alors, notre concept, c'est vraiment du partage d'expériences entre pairs. C'est aussi un dialogue constant et soutenu avec les institutionnels et les ministères pour aider nos membres à s'acculturer à la sphère du numérique éducatif et aussi les fédérer pour porter auprès des pouvoirs publics les grandes questions qui ont trait au numérique pour l'éducation et pour la formation professionnelle. Donc, on est organisé en groupe de travail sur le numérique et l'orientation, le numérique et l'inclusion, les groupes en lien avec l'interopérabilité notamment. On a aussi des groupes sur l'IA, métavers. On travaille aussi avec le groupe international au sein d'initiatives FENI. Et on organise chaque année la FINEF Tour. Donc, c'est des étapes sur les territoires pour mettre en relation les entreprises EdTech et les collectivités territoriales pour répondre à leurs besoins au niveau de l'offre de numérique éducatif et de formation professionnelle. Et dans toutes nos missions, eh bien, une de nos actions, c'est le baromètre du digital learning que la FINEF a mis en place depuis 2013 et que nous relançons, alors pas chaque année, mais au gré du contexte des événements qui vont toucher le monde de la formation professionnelle et les pratiques digitales dans la formation professionnelle. Donc, en 2020, on avait relancé le baromètre pour parler de la réforme de la formation professionnelle et des impacts que cette réforme de 2018 avait pu avoir sur les pratiques digitales en entreprise. Là, on relance ce baromètre en période post-pandémie pour voir en fait les impacts de la pandémie sur le digital learning en entreprise, que ce soit auprès des salariés ou que ce soit dans les pratiques professionnelles des formateurs. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, finalement, c'est que la transition vers davantage de numérique dans la formation professionnelle, qui était lancée déjà en 2020, eh bien, s'est accélérée avec la pandémie, en fait. La pandémie a agi comme un accélérateur d'une transformation en cours. Et donc, la pandémie, elle nous a permis de comprendre que le numérique, dans certaines situations, pouvait être indispensable. Mais ce fut une réaction un peu d'urgence. Comment s'adapter à une situation qu'on n'aurait pas imaginée. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans comment les salariés, les entreprises se sont appropriés les outils qu'elles ont utilisés dans l'urgence et comment, en fait, ça évolue et comment ces pratiques se transforment. Et c'est ce que nous allons mettre en avant dans ce baromètre du Digital Learning 2023. Et comme j'ai oublié de tourner la slide, hop, on va partir direct. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est qu'on a 10 ans de suivi, même si ce n'est pas tous les ans. On a des photos qui se suivent. Et vous allez voir qu'en 10 ans, les choses ont énormément évolué en termes d'attendus. Alors, les entreprises qui ont répondu à notre enquête, on a un panel en fait de 400 entreprises qui répondent à notre enquête qui nous permet de constituer ce baromètre depuis 2013 et c'est extrêmement varié au niveau des secteurs en fait d'activité, ils sont tous représentés. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a quand même 55% des répondants qui sont directement aux prises avec la formation professionnelle. Alors, au niveau des prescripteurs de la formation professionnelle, on s'est rendu compte que, enfin en 2020, de l'émergence du Digital Learning Manager qui n'était pas du tout là avant et qui a commencé à apparaître à ce moment-là. Donc un peu la référence numérique dans toute la sphère numérique de l'entreprise. Eh bien, sur le baromètre 2023,
on confirme en fait cette tendance du Digital Learning Manager en tant que prescripteur, mais on se rend compte que les formateurs, les responsables formation et les managers deviennent des prescripteurs de formation e-learning au détriment des ingénieurs pédagogiques qui étaient présents. Et là, aujourd'hui, en tout cas dans le panel de répondants, ils ne le sont plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au sein de l'entreprise, on s'est approprié les usages numériques, et notamment les formateurs deviennent aujourd'hui ces prescripteurs parce qu'ils se sont appropriés les outils. Donc on voit bien la montée en compétences des équipes au sein des organismes de formation. Oui. Est-ce que tu veux continuer ou... Vas-y, vas-y. Oui, j'y vais. Bon. Donc, je crois en 2020, on avait 93% d'entreprises qui utilisaient le numérique dans leur formation. Donc, vous voyez, il y avait déjà un frémissement qui était quand même assez large. Aujourd'hui, c'est 95%. La petite différence, c'est dans les usages. C'est-à-dire que l'utilisation pouvait être un peu plus ponctuelle il y a quelques années, il y a 3 ans. Et là, maintenant, c'est un usage qui est quasiment le même, 93-95%, mais il est plus fort, il est plus important. C'est plus prégnant, on va dire, dans l'entreprise. Donc, on s'est rendu compte aussi que plus de 35% de nos répondants avaient introduit les pratiques numériques, le digital learning, en fait, depuis 3 à 6 ans. Et on a une partie de nos répondants qui l'ont introduit depuis 3 ans. Donc, le dernier baromètre, il était en 2020. Donc, on sent que depuis la réforme de 2018, il y avait cette accélération. Et que le Covid, lui, la pandémie, il a conforté cette accélération en généralisant l'usage. Alors, ce qui est intéressant sur cette slide, si on remonte sur les chiffres qu'on avait en 2015, les 2 facteurs qui étaient en tête quand on allait vers du digital dans la formation, c'était tout d'abord pour réduire, optimiser les coûts de formation, et c'était pour former plus de salariés à budget constant. Donc on y voyait uniquement une opportunité budgétaire en se disant « Ah bah oui, je vais utiliser moins de formateurs, je vais former plus de personnes », et c'était vraiment la priorité. Et là, on voit, quelques années après, en fait, que la tendance s'est complètement renversée et que les 2 facteurs qui sont en queue de peloton, c'est ceux qui étaient en tête il y a simplement 5 ou 6 ans. Et là, maintenant, on voit qu'est-ce qu'on vient chercher avec du digital learning, c'est plus d'efficacité. C'est améliorer la qualité et l'efficacité des formations, c'est avoir des formations beaucoup plus variées, c'est aussi rendre l'accès aux formations plus facile parce qu'on a beaucoup plus de souplesse. On peut avoir à la fois de la souplesse dans le temps, faire démarrer les personnes formées à différents moments, les former sur différents lieux, avoir des formules en blended avec des modalités pédagogiques assez variées. Donc c'est vraiment l'efficacité, les modalités de formation qui, grâce au numérique, peuvent être de plus en plus variées, que l'on vient chercher dans le digital. Oui, et c'est vraiment le triptyque, en fait. On dispense des formations innovantes, facilement accessibles, et le côté innovation, accessibilité va renforcer l'attractivité, en fait, de la formation. Donc, plus ou moins, c'est ce que Pascal disait tout à l'heure. Le digital learning, aujourd'hui, il va permettre d'enrichir les supports de formation, donc avoir une plus grande diversité de tout ce qui est mis à disposition des apprenants. En même temps, il va favoriser l'accessibilité. On peut se former des fois un peu quand on veut, un peu où on veut. Ça peut être chez soi, ça peut être dans les transports, ça peut être en entreprise. Et donc, finalement, il va participer à mettre l'apprenant dans une situation d'apprentissage permanent, ou en tout cas d'avoir envie de découvrir, pas simplement sur le temps de travail. Et donc, les coûts de formation aujourd'hui, baisser les coûts, c'est plus forcément ce qui va motiver les entreprises. D'autant que finalement, on va revenir sur la slide après. Mais je reviens sur les coûts et les freins budgétaires. On s'est rendu compte en 2010 que même s'il y avait cette envie de développer le digital learning en entreprise, les freins budgétaires étaient prégnants. Et aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est une évidence parce que les entreprises ont fait les investissements, que ce soit les entreprises ou les organismes de formation. Donc, si on leur demande aujourd'hui
est-ce que dans le développement du digital learning, le budget est un frein? Elles vont être moins nombreuses à répondre oui, dans la mesure où les investissements ils sont déjà faits. Et puis en ce qui concerne les freins culturels, ou finalement le manque d'appétence digitale des salariés, bon gré mal gré, pendant les 3 années passées, on a bien été obligé d'utiliser les outils digitaux. Donc maintenant, il y a moins cette... on voit que les freins, en fait, ils sont sur le plan organisation, technique, parce qu'en fait, comme le digital a fortement progressé, souvent on se retrouve dans des structures de formation avec des outils différents suivant les formateurs qui font la même chose. Donc on se retrouve avec une pléthore d'outils, des outils qui communiquent pas forcément entre eux. Et en fait, on a une petite crise de croissance, en fait, et ça demande en fait de mettre en place au sein des organismes de formation, des entreprises, une vision beaucoup plus stratégique de qu'est-ce qu'on veut faire avec du numérique. Avant, on s'était dit, il faut faire du numérique, on était parti un peu dans tous les sens. Maintenant, on cherche à rationaliser, à faire communiquer les outils entre eux pour que ce soit beaucoup plus fluide entre les différentes modalités de formation. Et on voit qu'on arrive à une certaine maturité digitale des structures de formation avec ce besoin de rationaliser. Donc, aujourd'hui, parmi nos répondants, en tout cas à l'enquête, on s'est rendu compte que 45% des entreprises interrogées ont aujourd'hui plus de 50% de leurs salariés qui suivent une formation qui intègre du digital learning. Donc ça montre bien une évolution des pratiques dans les pratiques de formation des entreprises. C'est bon? Alors, aujourd'hui, ces formations sont dispensées dans différents domaines. On a des formations digital learning sur des formations techniques, des formations métiers, mais on se rend compte aussi que dans tout ce qui concerne la sphère du management, le digital learning a pris sa place et à la faveur de formations un peu blended. Donc, on va avoir une partie qui va intégrer de la formation digitale et aussi de la formation à distance, et une partie qui va intégrer du présentiel avec le formateur. Ça marche assez bien pour la sphère du management. Et puis, je voulais revenir aussi sur cette partie-là, donc ces formations plus transverses, qui vont intégrer aujourd'hui davantage de digital learning. Et on voit sur ces formations techniques métiers, qui étaient des choses pas forcément intuitives. Je me souviens d'un formateur qui faisait des formations CACES. On va lui parler digital learning, il me montre ses mains plein de cambouis, et il me dit, vous voulez que je fasse du digital, moi, monsieur? Et en fait, non, maintenant, on voit que même sur des métiers techniques, manuels, le digital a complètement sa place, et on voit même que c'est remonté au sommet du classement. Donc vraiment, le digital, il va vraiment dans tous les segments de la formation, sur les segments de tous les métiers. Alors, quand on regarde les outils les plus utilisés aujourd'hui, donc on a le podium suivant. D'abord, les sites de partage d'informations, les classes virtuelles qui, là, ont fait une entrée fracassante par rapport à leur usage en 2020. Donc, probablement à la faveur de l'expérience que nous avons tous connue pendant la crise Covid. Et puis, les quiz qui rétrogradent d'une place, mais qui sont toujours là. Donc, si on regarde les chiffres précédents, donc, on voit bien l'arrivée de la classe virtuelle où là, au niveau de l'usage, c'est quand même, on passe du simple au double. Les quiz qui résistent. Et derrière, on a quand même voulu signaler les autres outils de formation qui sont quand même bien présents et qui caracolent un petit peu derrière, notamment les plateformes, les LMS qui sont toujours là. Et je voulais aussi insister sur les vidéos qui sont apparues, en tout cas dans notre enquête, les vidéos de formation qui ont désormais la cote auprès des apprenants. Un petit point aussi sur les nouvelles modalités de formation, donc qui n'atteignent pas encore les scores de ce que nous avons vu précédemment, mais qui correspondent à une évolution de la formation aujourd'hui. Donc c'est le cas du mobile learning, avec le fait de pouvoir se former un peu quand on veut, un peu où on veut. Les serious games qui vont accompagner le mouvement de la ludopédagogie au sein de la formation professionnelle. Alors, il n'y a pas que les serious games dans la ludopédagogie, mais globalement, ils se raccrochent à ça. Et puis, tout le côté réalité virtuelle, réalité augmentée. Et on verra que ça va avoir un impact aussi sur les équipements qu'on va trouver en entreprise, dans les salles de formation notamment. Et là, sur ces deux modalités-là, c'est une vraie percée, parce qu'on était à 10-13%, donc c'était vraiment des usages mineurs.
Et en l'espace de 3 ans, on passe à plus de 50%. Donc on voit qu'il y a vraiment une accélération en fait, sur ces modalités d'apprentissage. Oui, et on remarque aussi que les cours sur mesure résistent quand même bien. Et donc, on a un peu une double injonction, entre guillemets, dans la formation professionnelle et dans l'usage du digital learning aujourd'hui. C'est d'avoir la possibilité d'avoir de l'interaction entre les apprenants et en même temps d'avoir du sur-mesure. Donc, un parcours de formation qui peut être individualisé, mais en même temps dans lequel on peut interagir. Donc, finalement, le digital va contribuer à permettre ça, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il est utilisé de plus en plus au sein de la formation. Alors, le triomphe du blended learning, aussi bien dans le fait d'utiliser ce dispositif de formation que dans le fait de l'évaluer, puisqu'à chaque fois on a plus de 80%, le blended learning est le dispositif de formation qui arrive en tête aujourd'hui. Et on a aussi, quand on regarde les entreprises qui ne l'ont pas encore mis en place, dans un esprit prospectif, le blended learning, c'est ce qu'elles ont envie de mettre en place, puisque ça va permettre d'utiliser toutes les modalités d'apprentissage et de rendre aussi vivantes des formations digitales auxquelles parfois on va reprocher ce manque de, d'humanisation, même si c'est pas forcément toujours le cas. Mais le facteur humain, en plus du digital, rend la formation percutante pour les salariés. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous invite à regarder, c'est les outils qui étaient en tête sur les précédentes enquêtes. Et bien, vous pouvez voir en fait que ceux qui sont en tête en 2020, en fait en 2020-2023, les 3 premiers n'étaient pas là il y a simplement 2 ans. Donc on voit que c'est quand même on est sur un secteur qui est très dynamique en termes des outils mobilisés, et on voit que les LMS en fait apportent une sorte de socle qui va être au support du blended learning dont on parlait tout à l'heure. Donc qu'on vous en mêle pas dans les chiffres, là c'est pas l'usage, mais c'est j'évalue. C'est la note qu'on donne à ces dispositifs. C'est pour ça que vous voyez des chiffres un peu différents. Donc là, tout ce qui est blended learning, vidéo informative et quiz sont en tout cas les mieux évalués. On a pris ce qui est sur une échelle de 0 à 5, entre 4 et 5 au niveau d'évaluation. Et ceux qui ont le plus qui sont les plus plébiscités en mode c'est satisfaisant, très satisfaisant, eh bien c'est ces 3 dispositifs. Donc, les orientations à venir en 2023, on repère une augmentation de ce que j'appelais tout à l'heure la ludopédagogie, donc des pratiques liées au jeu, et qu'on va pouvoir retrouver aussi dans les quiz. Quand on utilise par exemple un Kahoot, etc., eh bien l'objectif c'est d'avoir quand même quelque chose de participatif et qui va pouvoir se lier dans tout un dispositif ludique de formation. La réalité virtuelle, réalité augmentée, aujourd'hui on les utilise de plus en plus. On a ce besoin, cette envie de davantage de coopération entre les apprenants, les salariés formés, et en même temps, on conserve une individualisation des parcours avec l'idée de sur-mesure. Alors, ça se traduit dans l'équipement, tout ce qu'on vient de vous dire, ça se traduit dans l'équipement des salles dans lesquelles on va dispenser les formations. On voit que le taux d'équipement en tableau interactif ou écran interactif d'une manière générale a fortement progressé, puisque 75% des classes sont équipées d'un dispositif interactif. On voit que les collaborateurs, et ça c'était une condition préalable, si on veut digitaliser des formations, il faut que les collaborateurs soient équipés. Là on a un niveau d'équipement qui est presque à 100%. On voit que les collaborateurs aussi s'équipent en smartphone, et on a vu que le mobile learning a été quelque chose qui progressait, et également des tablettes tactiles, mais c'est pas l'équipement qui est le plus mobilisé. Et surtout, la dernière remarque, c'est qu'on voit la progression des casques de réalité virtuelle qui sont de plus en plus présents, et qui est bien en lien avec ce que l'on a vu tout à l'heure, la très forte progression de 10 à 53% que l'on avait sur ces dispositifs de VR.
Oui, et c'est vrai que les casques de réalité virtuelle, il y a 3-4 ans, c'était quand même assez marginal dans les salles de formation. Et nous-mêmes, en tout cas moi, ça m'a surprise quand j'ai vu que plus de 20% des répondants avaient au sein de leur structure, dans les salles de formation, un équipement en casque de réalité virtuelle. Alors, les priorités dans les dispositifs de formation. Donc, au-delà du fait de, rendre la formation plus efficace, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce mouvement aujourd'hui vers le fait de certifier les acquis. Donc, au-delà du fait d'évaluer, il y a ce besoin de certifier, de rendre les formations certifiantes dans le cadre du parcours professionnel du salarié. Et puis, faire de la formation un outil de management, utiliser la formation comme la possibilité d'augmenter l'estime de soi du salarié, d'augmenter aussi la cohésion des équipes, en tout cas de la renforcer. Et donc, finalement, le digital learning, avec les modalités qu'il va proposer et permettre, va contribuer à cet essor, en tout cas à cette demande. Tu avais quelque chose à ajouter? Non, vas-y, non, ça va. J'y vais. Bon. Donc, quand on demande aujourd'hui quelles sont vos priorités à l'avenir aux responsables de formation, mais pas que, aussi aux chefs d'entreprise, enfin, aussi aux prescripteurs, eh bien, l'idée va être de favoriser l'apprentissage permanent, donc de transformer le salarié que nous sommes en apprenant qui a finalement une soif de connaissance ou d'enrichissement permanent, que ce soit sur ses compétences métiers ou sur des compétences plus transversales, et qui, au-delà des temps dédiés à la formation, eh bien, va par lui-même chercher des ressources, va par lui-même essayer de trouver des modules accessibles en ligne, etc., pour continuer à gagner en compétences. Ensuite, on voit que le deuxième point, c'est confirmer ce qui est en place. Ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure, hein, où on veut stabiliser l'existant, on veut optimiser les investissements que l'on a pu faire et les rendre de plus en plus opérationnels. Et puis on se rend compte aussi que les entreprises prennent de plus en plus en charge la formation au sein de leur structure. Donc internalisent des fois la formation pour avoir des formations en totale adéquation avec les besoins des salariés. Alors tu conclus? Oui, alors on conclut à deux. Oui, on va conclure à deux. On voit hein, en l'espace, si on regarde nos photos en l'espace de 10 ans, on voit que on est passé d'un marché qui était vraiment, d'une pratique qui était vraiment naissante à quelque chose maintenant qui est complètement mature, avec un très fort niveau d'acculturation. On l'a vu avec les formateurs qui sont de plus en plus prescripteurs. On a vraiment des e-formateurs de plus en plus dans les structures de formation. On voit que la modalité qui s'impose, c'est le blended learning, hein, parce que Sylvanie l'indiquait, en fait, on a besoin de temps de présentiel, on a besoin d'interaction humaine, mais on a aussi besoin de ces outils digitaux qui permettent de varier les modalités d'apprentissage, à la fois dans l'espace, dans le temps, parmi les types de dispositifs qui permettent d'individualiser, et on arrive à faire des choses beaucoup plus personnalisées. On peut avoir un alternant qui continue à se former en entreprise et renforcer sa présence en entreprise, du coup, en réduisant le temps dans l'école. On a comme ça tout un tas de modalités qui permettent de personnaliser. Ensuite, on va avoir cette diversité, multiplicité des outils numériques, choisis, hein, ça rejoint ce que je disais précédemment, et utilisés en fonction des besoins de la formation. Et on s'est rendu compte, en fait, sur les 3 derniers baromètres, parce qu'on n'a pas repris non plus l'historique à 10 ans, qu'on est passé vraiment d'une logique dans l'usage du digital learning de diminution des coûts à une logique d'efficacité de la formation professionnelle, enfin de la formation en situation professionnelle, à une logique plutôt de diversification et d'innovation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux apprenants, aux salariés d'aujourd'hui pour en faire, des apprenants engagés? C'est un peu la conclusion, je crois, de ce baromètre. Voilà. Merci d'avoir écouté. Donc après toutes ces tendances, quelles sont vos questions? On a terminé sur l'engagement. Oui. On a beaucoup parlé de ce que les entreprises font, mais on a peu parlé de ce que les utilisateurs consomment.
Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus, et notamment sur, par exemple, l'évolution du taux d'engagement, l'évolution de la façon dont les utilisateurs vont chercher du contenu spontanément, alors qu'avant, ils étaient plutôt récepteurs de contenu qui leur était poussé, etc. Parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup, passer du modèle push à un modèle pull. Mais est-ce que vous avez des stats là-dessus et savoir si en fait ça marche, et si vraiment les collaborateurs s'approprient le contenu qu'on leur met à disposition, ou si en fait il faut quand même encore aller les chercher et les obliger finalement à consommer du contenu de formation? Alors, merci pour votre question. Elle est pertinente. La réponse que je vais vous fournir n'est pas satisfaisante parce que comme c'est un baromètre et comme on n'a pas de chiffres là-dessus, je ne peux simplement que vous donner mon expérience d'ex-organisme de formation. Donc ça ne vous satisfera pas, mais en revanche, on va faire évoluer les questions que l'on pose sur ce baromètre, puisque les questions qu'on posait en 2005, on l'a bien vu cette année. Parfois, on aurait senti qu'il y aurait besoin de faire évoluer, mais comme on était dans un dispositif de baromètre et de comparaison, c'est parfois un peu embêtant de se retrouver avec plusieurs questions où on n'a pas de comparaison. Mais vous êtes en train de lancer les futurs baromètres, en fait, dans les années à venir, qui intégreront davantage le retour utilisateur. Effectivement, on se retrouve avec un taux d'engagement de plus en plus demandé. Et donc, ça permet de tirer l'apprenant et de l'écouter davantage en se disant qu'est-ce que lui, il attend. Et donc, c'est des éléments qu'on retrouve sur les communautés apprenantes, des choses comme ça, qui sont particulièrement intéressants. Alors, on a un élément qui apparaît pas dans le baromètre, et c'est peut-être dans un petit peu les perspectives qui peuvent arriver, c'est qu'on va de plus en plus vers des outils qui utilisent la data et des briques d'intelligence artificielle qu'on peut avoir derrière. Et on peut mesurer de plus en plus d'éléments sur justement le niveau d'engagement des apprenants. Et ça, on peut penser que les outils vont évoluer pour remonter en fait ce type de data auprès des formateurs, parce que on peut toujours faire des questionnaires en fin de formation pour essayer de mesurer le niveau d'engagement. Quand on arrive à le mesurer de manière plus automatisée, on a du coup des mesures qui sont plus fines. Dernière question. Merci pour la présentation. Je voulais juste savoir, du coup, vous parliez de multiplicité d'outils numériques, multiplicité des supports utilisés, et vous avez parlé des métiers. Je voulais savoir si à tout hasard vous aviez la jonction entre les deux, c'est-à-dire quels outils étaient utilisés pour quel métier précisément. Alors effectivement, on l'a pas dans le baromètre, mais on se rend compte aujourd'hui que la réalité virtuelle va être utilisée dans des métiers aussi parfois techniques où on peut pas mettre l'apprenant en situation de travail en permanence. Donc je discutais avec un organisme ce matin et on parlait par exemple de situations où on a besoin de mettre l'apprenant en situation d'être avec des chariots élévateurs ou dans des situations médicales d'opération, parfois dans des situations périlleuses. Et effectivement, la réalité virtuelle va tout à fait s'adapter aujourd'hui à ce type de formation et enfin à ce type de de secteur. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis désolée, c'est pas le mot de la fin qui va être... c'est pas terrible. Mais... Alors finalement, c'est pas grave, puisqu'ils peuvent vous contacter. Ils peuvent aller sur votre site pour avoir par exemple les diapos. Oui. Oui. Donc très bien, tous ceux qui n'ont pas pu prendre de photos et tous ceux qui ont des questions, qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas les réponses, n'hésitez pas à les donner, comme ça permettra d'avoir les réponses et peut-être même d'aller plus si affinité. Merci beaucoup. Je sais ce que je voulais dire. Très bien, bravo. Oui, pardon. Dans la réalité virtuelle va aussi permettre aujourd'hui de réattirer, de réenchanter des jeunes qui vont être éloignés de certains secteurs, parfois la menuiserie ou choses comme ça. Eh bien, avec les outils numériques qui proposent des mises en situation, donc via la réalité virtuelle, eh bien, on a un meilleur taux de, d'envie de suivre ces formations de la part des jeunes, des potentiels alternants, etc. Voilà. Impeccable. Donc, pour rester jeune, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.